Moi, je parlerai français, même si ma présentation est en anglais. C'est un petit passage entre deux. Et puis ensuite, Sophia et Dragos vont parler anglais avec une présentation en anglais. 15 minutes. J'avais prévu, en fait, de vous présenter au départ, mais c'était beaucoup trop long, donc j'ai dû couper, mais de présenter un petit peu une analyse de ce que font les associations de musées en Europe, que ce soit au niveau local ou régional. Je vais commencer par vous... Donc j'ai vraiment limité à une slide, et puis ensuite je vous présenterai en fait ce que fait Nemo comme exemple. Finalement, c'est la première fois qu'on intervient en France, donc ça vaut la peine peut-être de présenter ce que nous faisons comme introduction à ce panel. Alors cette slide de résumé, elle présente ce que les associations, qu'elles soient locales, régionales, nationales, internationales, font, ou en tout cas peuvent faire, enfin, quels sont les champs d'action des associations de musées. Et quelles que soient ces associations, il y a toujours 3 champs d'action, en tout cas c'est une manière de voir. La question de la qualité, la question du marketing et puis la question du lobbying. Alors la question de la qualité, ça se fait avec les professionnels de musée. Quand on parle de participation, c'est toujours le terme « avec ». Bon, je ne vais pas vous entrer dans les détails, vous savez ce que fait ICOM France ou ce que fait d'autres institutions. Donc, amener, offrir des services, offrir des bonnes pratiques pour éviter de réinventer la roue et d'augmenter finalement la qualité du travail muséal ou l'efficacité du travail muséal. Dans ce qui est le marketing, toutes les associations ne le font pas, mais certaines associations, notamment locales, le font. Il s'agit simplement d'augmenter le nombre de visiteurs dans les musées ou éventuellement d'augmenter la fréquence de visite. Puis pour ce qui est du lobbying, on le fait avec les politiques. Alors, pour ce qui est du marketing, on le fait avec le visiteur, évidemment. Puis pour ce qui est du lobbying, on le fait avec les politiques, dans la mesure du possible. Évidemment, offrir des conditions cadres qui permettent le développement harmonieux du travail muséal. Et notre objectif... hop là, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Je crois que j'avais supprimé ces slides, alors j'y vais très vite. Je passe. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les objectifs, finalement, c'est 3 objectifs aussi. Celui de community, dans le sens de créer un esprit de corps. C'est très très important. Tous les musées sont des institutions à part entière, structurées de manière différente. Et on est là aussi pour dire nous sommes un secteur d'une importance considérable. La reconnaissance du travail muséal, la reconnaissance des professionnels des musées, mais la reconnaissance du secteur en tant que tel. Et puis le 3e élément, c'est celui du pouvoir. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ensemble, on est plus fort. Et c'est seulement ensemble, d'ailleurs, à tous les niveaux, que ce soit local jusqu'à l'international, qu'on arrive à faire entendre notre voix. Et encore, c'est difficile. Maintenant, passons à Nemo. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on essaie de faire travailler les professionnels au niveau européen. Alors juste quelques informations sur notre histoire et notre institution. Nous sommes un réseau, donc 2 réseaux. Réseau européen des associations de musées nationales et aussi régionales. Nous avons des membres, je l'ai dit tout à l'heure, dans 40 pays du Conseil de l'Europe. Même si nous sommes financés en grande partie par la Commission européenne, nous considérons l'Europe dans sa dimension culturelle, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, d'où le fait que nous ayons 40 États membres. Nous avons été fondés en 1992, juste après le traité de Maastricht, quand on a constaté que voilà, l'Europe commençait à travailler ensemble, surtout dans le domaine politique et surtout dans le domaine économique. On s'est dit qu'il fallait peut-être aussi faire quelque chose dans le domaine culturel et des musées. Et nous avons nos bureaux géré par Julia Pagel, qui est ici, à Berlin, en collaboration très étroite avec l'association allemande des musées, dont j'ai l'honneur d'être le directeur depuis quelques années, mais c'est un hasard, en fait, que je me retrouve, depuis quelques mois, c'est un hasard que je me retrouve à la tête de l'association allemande des musées, alors que j'étais président, ou je suis encore président de Nemo. Mais c'est très bien, ça nous permet de se voir un peu plus souvent avec Julia. Nous sommes considérés par la Commission européenne comme la voix, au niveau européen, des musées, des 30 000, voire un petit peu plus, 30 000 musées européens. Et c'est en ce sens que la Commission européenne soutient, depuis plus de 20 ans, notre travail, avec un soutien financier tout à fait important.
Voilà, donc on se présente comme la voix des musées en Europe. On n'est pas la seule, heureusement, mais en tout cas au niveau européen et comme partenaire de la Commission européenne, nous sommes considérés comme la voix des musées. Alors pour être la voix des musées, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit finalement au nom de tous ces 30 000 musées que nous ne connaissons pas dans le quotidien, évidemment? Donc qu'est-ce qu'on dit au niveau européen? Alors pour travailler, on s'est dit qu'on allait partir sur des valeurs qu'on va ensuite transformer en demande politique, et puis aussi transformer opérationnaliser en action. Alors pour ce qui est des valeurs, nous en avons 4. La première, c'est celle de la collection. Alors vous allez me dire, c'est évidemment quand on parle avec des responsables de musées, c'était tout à fait évident. Pour nous, la collection doit être le cœur du musée. Mais quand on parle avec des politiques, c'est pas évident. On est obligé de le rappeler. Donc pour nous, la première de nos valeurs, c'est celle de la collection. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que ça, c'est bien joli de dire, voilà, c'est une valeur centrale, c'est très important, mais enfin, ça ne nous fait pas encore travailler. Nous voulons, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, avec tous nos partenaires, pour que les collections soient accessibles de manière physique, de manière digitale, à tous les habitants du continent. Donc là, il y a du travail, hein. Mais c'est quand même ça, si on a des milliers, des millions, milliards d'objets. Rien qu'en Allemagne, on a fait un comptage, c'est très amusant, un institut des études en muséologie a fait un comptage des objets de musée, et on arrive juste en dessous du milliard. On est à 995 millions d'objets dans les 7000 musées allemands. Bref, si on a ces objets, il faut qu'on en fasse quelque chose. Juste un exemple. Concrètement, ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on dit on veut que les objets soient accessibles aussi physiquement? On a sorti, il y a quelques années déjà, un guide de mobilité des collections pour aider les musées très concrètement dans le travail administratif qui est inhérent à la mobilité des collections. C'est juste un exemple. Deuxième valeur. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi, je l'ai mis en deuxième. La valeur économique des musées. Nous considérons que les musées sont des incubateurs de créativité et d'innovation. Alors, c'est un petit peu du vocabulaire Union européenne, mais on y croit. D'ailleurs, historiquement, les musées ont joué ce rôle-là, et on considère qu'ils doivent continuer de le jouer. Et notre objectif par rapport aux politiques, c'est que nous aimerions que les musées soient reconnus pour la valeur économique qu'ils produisent. Et les musées coûtent beaucoup d'argent, mais rapportent aussi des valeurs de toutes sortes, mais aussi des valeurs économiques. On le prouve dans cette étude, notamment il y en a plusieurs, mais c'est une étude finlandaise qui montre à quel point les retours financiers des financements des musées sont absolument impressionnant. En Finlande, on considère que pour chaque visiteur, chaque visite de musée rapporte entre 32 et 49 euros en retour dans les autres secteurs non muséaux. Faut dire qu'en Finlande, quand on va visiter un musée, c'est un grand pays, hein, avec des villes qui sont très loin l'une de l'autre. Il faut prendre sa voiture ou prendre les transports publics, il faut avoir éventuellement une nuit d'hôtel. Enfin, toujours est-il que ce genre d'études sont très importantes pour nous, pour éviter toujours de dire oui, nous coûtons cher, nous sommes importants pour la culture. Non, on rapporte de l'argent dans d'autres secteurs. Ensuite, la valeur éducationnelle, la valeur éducative des musées, évidemment. Nous pensons que les musées sont des places, sont des lieux d'éducation formelle et non formelle. Enfin, tout ce que je vous dis là, c'est tellement évident, mais enfin, c'est la base de notre travail. Ça fait 25 ans qu'on travaille là-dessus. Régulièrement, on retravaille nos valeurs pour savoir si elles sont toujours en phase avec nos membres et avec les musées sur le terrain. Et pour l'instant, on est toujours à les préciser, à les confirmer. Donc, ce que nous voulons au niveau politique, c'est que les législateurs au niveau national et européen comprennent et soutiennent le rôle que les musées peuvent avoir dans le domaine de l'éducation. Ils ne sont pas toujours en phase, notamment administrative, avec les ministères de l'éducation.
un exemple, un guide, les meilleures pratiques sur la médiation culturelle avec le jeune public. C'est un guide qui est sorti dernièrement, qui recherche, qui ne donne pas des exemples d'activités directement pratiques, mais qui réfléchit à la motivation du jeune public et à leur intérêt pour les musées. Et puis la valeur sociale, peut-être last but not least, puisque c'est quand même tout à fait fondamental. Nous considérons que les musées sont des lieux où plusieurs points de vue peuvent être présentés de manière transparente, de manière à créer le débat. C'est de moins en moins fréquent dans nos sociétés d'avoir des lieux où différents points de vue peuvent être présentés. D'un point de vue politique, on le constate, il y a une polarisation du champ politique, et dans les musées, on peut se permettre de ne pas jouer sur cette polarisation, ou en tout cas de la présenter de manière neutre et d'offrir des services ou d'offrir une plateforme pour discuter. Alors ce que nous voulons, évidemment, c'est aussi la reconnaissance, que les musées peuvent jouer un rôle, pas seulement dans le champ culturel, mais dans le champ social, dans la question de la cohésion sociale. Voilà pour ce qui est de nos 4 valeurs. Un exemple pris d'un projet qui fonctionne très bien en Suisse, qui s'appelle Génération au musée, qui invite différentes représentants de différentes générations dans des musées, notamment d'art, des experts et des moins experts, pour partager leur savoir sur les œuvres et ensuite en laisser une trace au musée. C'est une manière aussi de créer de la cohésion sociale entre les générations. Alors, pour atteindre ça, nous avons 3 activités. Nous représentons, évidemment, le secteur muséal au niveau européen, avec tous les autres partenaires qui le représentent au niveau national, au niveau local, au niveau régional. Nous proposons des bonnes pratiques. Je vais donner quelques exemples de guides que nous sortons, que nous éditons, nous le faisons très régulièrement. Et puis nous collaborons aussi avec les organisations qui ont des objectifs semblables, mais pas forcément dans le domaine des musées. Parce que seul le secteur des musées est important, certes, mais pour atteindre certains objectifs, nous devons travailler avec d'autres organisations comme Europa Nostra, pour ce qui est par exemple des activités de cette année européenne du patrimoine culturel. Pour reprendre mon modèle de tout à l'heure, de ces 3 activités, Nemo ne fait quasiment pas de travail au niveau du marketing. Peut-être que le niveau européen est un niveau beaucoup trop large. Il y a un peu trop de pertes et ça coûterait beaucoup trop cher de faire des campagnes pour attirer le public. On pourrait essayer, en tout cas on le fait très peu. On travaille surtout dans le domaine de la qualité et dans le domaine du lobbying. Je vous donne juste quelques exemples pour ce qui est des activités directement adressées aux professionnels. Nous avons des échanges de formation, c'est-à-dire une association nationale de musées invite les autres associations pour montrer comment elles fonctionnent et pour montrer aussi les spécificités du secteur muséal des pays respectifs. Donc en l'occurrence en décembre 2018, à la fin de l'année, on aura une invitation de nos collègues de la Museum Association qui restent membres de Nemo indépendamment du Brexit, heureusement. Nous avons des cours de formation beaucoup plus spécifiques sur différents thèmes. Le prochain, ce sera en Suède, où nous nous intéresserons à la participation des personnes migrantes dans les projets de médiation culturelle, mais aussi dans les structures de fonctionnement des musées. Et nous avons aussi un troisième format de formation continue, beaucoup plus ouvert, puisqu'on n'est pas obligé de prendre l'avion et d'aller dans un autre pays. On peut rester dans son musée. Ce sont les webinars, donc des formations directement en ligne, qui fonctionnent très très bien. Elles sont presque toujours complètes. Donc si vous vous inscrivez, inscrivez-vous assez tôt. Et la prochaine aura lieu le 25 juin sur un thème relativement compliqué, Mind to Mind Map, a dialogue-based approach to museum planning. Donc il s'agit en fait
de présenter de nouveaux modèles de gestion muséale. Aussi en collaboration avec les publics et avec les équipes des musées. Et puis nous avons aussi encore deux choses. Nous avons des groupes de travail. Alors ça, ce sont des groupes de travail qui se réunissent régulièrement sur plusieurs années. Trois groupes. L'un intéressé à la médiation culturelle, de Learning Museum. Un autre relativement nouveau, mais qui est très très actif. On a beaucoup de travail en ce moment sur l'advocacy, donc la question de lobbying, la question de la représentation auprès des politiques. Et puis un autre groupe sur les industries culturelles, avec cette question, comme on se l'était posé aussi avec le patrimoine culturel, faisons vraiment partie du secteur du patrimoine culturel. Avons-nous une spécificité qui nous met un petit peu à part, ou sommes-nous au centre? Et dans l'industrie culturelle, c'est la même chose. Qu'est-ce qui lie les musées dans l'industrie culturelle et qu'est-ce qui en font aussi, et quelles sont les limites aussi? On n'est pas des industries telles que les bureaux d'architectes ou les télévisions, mais nous avons des points communs. Donc on travaille ensemble et la prochaine réunion aura lieu lors de notre congrès annuel qui aura lieu à Malte, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec un thème complètement lié à notre objectif, à l'un de nos objectifs durant cette année, celui d'ouvrir le champ muséal vers des autres partenaires d'autres secteurs. C'est ça qu'on appelle ça Museum Out of the Box, the crossover impact of museums. On vous invite non seulement vous, mais on invite toute une série de représentants d'autres secteurs de la culture, mais aussi de l'économie, pour nous parler un petit peu de l'impact et des liens que peuvent avoir les autres secteurs avec les musées. Voilà, pour terminer, peut-être quelques indications, quelques services quand vous êtes ici en France, dans votre musée. Où pouvez-vous trouver des possibilités de collaboration au niveau européen? Mais évidemment, il y a le programme Creative Europe, je n'en dirai rien puisque nous avons une représentante ici. Mais enfin voilà, c'est une porte d'entrée extraordinaire pour les activités européennes. Nous avons également le programme Erasmus+, qui n'est plus, comme vous le savez, uniquement avec un focus sur les étudiants, mais aussi sur les professionnels. Donc là, on peut vraiment participer à de nombreux projets ou les mettre en place. Nous avons aussi Horizon 2020, qui propose aussi pas mal de fonds pour des grands projets européens. Et puis nous avons surtout deux choses. Une publication, nous vous proposons une publication de la Commission, qui vous présente toutes les possibilités de collaboration au niveau européen. Tous les programmes ouverts actuellement pour tous les citoyens et les organisations actives dans l'Union européenne. Donc c'est très très intéressant. Mais on ne l'a pas seulement en version papier, on l'a en version live. On a une personne qui fait tout ça, c'est Julia Pagel, notre secrétaire générale. Vous pouvez l'appeler à Berlin et elle vous trouvera toujours le projet. C'est tout à fait extraordinaire depuis plus de très très nombreuses années qu'elle est à la tête du secrétariat de Nemo. Elle peut répondre vraiment à toutes les questions. Est-ce qu'il y a une possibilité de financement pour mon projet? En général, il y en a une, et elle le sait. Donc profitez-en. Pour terminer, parce qu'on m'a dit qu'en France, la collaboration internationale n'est pas véritablement développée. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en réalité, mais on me l'a dit. Alors, je veux dire, c'est sorti une petite étude assez ancienne de Grande-Bretagne qui a demandé aux responsables des musées, mais aussi des bibliothèques et des archives dans les années 90, quels étaient l'intérêt d'entrer en contact, quels étaient les bénéfices d'entrer en contact avec des professionnels étrangers. Et les résultats étaient ceux-là. Pour une grande partie de ces professionnels, 80% de professionnels de musée, là c'est seulement les réponses des professionnels de musée, ils disaient « Grâce aux contacts internationaux, j'ai réussi à préciser le profil de ma propre institution. » Donc en voyant les autres institutions à l'extérieur de son pays, on arrive à reprofiler encore plus précisément son institution propre. Bon, évidemment, d'avoir des contacts internationaux, ça augmente les horizons sont plus larges. Le développement de l'équipe
Évidemment, on va pas seul, c'est pas seulement au directeur ou la directrice d'aller aller à l'extérieur, de rencontrer ses collègues internationaux, c'est aussi à toute l'équipe, si possible. Mais il faut dans ce cas-là que les budgets de formation continue dans les musées le prévoient. Donc ça, c'est un travail à long terme, mais c'est très très important. Ça nous semble très important. On ne ferait pas ce travail à Nemo si on n'y croyait pas. Et puis sinon, voilà, sinon il y a d'autres éléments, je crois que je ne vais pas entrer dans les détails. Si ce n'est que... Non, le dernier point me semble important. On dit toujours on va à l'étranger pour aller chercher de l'inspiration. On oublie aussi que lorsqu'on va à l'étranger présenter ses projets, les autres, nos collègues, vont apprendre de ce que nous faisons. Donc si le secteur muséal français est à ce point un modèle, eh bien dites-le à l'étranger, allez le présenter. Voilà, ce sera le message que je me permettrai de vous adresser aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Nemo et les bénéfices de cette organisation. Merci.